Bon, donc bonjour à tous et à toutes. Vraiment heureux de reprendre ces soirées. Moi, j'aimais beaucoup. J'aime bien préparer ça et puis ensuite le partager avec ceux qui veulent. Donc, bienvenue dans le partage qu'on va faire ensemble. Donc, on va parler d'évolution, bien évidemment, et on va prendre un axe un petit peu particulier dans cette évolution. C'est cette question, c'est l'histoire de l'évolution peut-elle nous informer sur la période que nous traversons? Voilà, ça c'est le thème de la soirée. Donc, la question qui a après cette première question, c'est, selon la phylogénèse, quelle période, dans la période que nous traversons, est-ce que c'est une crise biologique ou pas? C'est vrai que c'est une grande question que se posent les scientifiques, c'est est-ce que nous sommes vraiment dans une crise d'extinction massive ou pas? Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble avec différents éléments. Mais pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir qu'est-ce que c'est qu'une crise au sens biologique. C'est une notion qu'on avait abordée les autres fois, mais que je vais quand même répéter parce que c'est important. Après, est-ce qu'il y a des arguments pour dire que nous sommes dans une crise et des arguments pour dire qu'on n'y est pas? Et vous verrez qu'il y a des deux côtés des arguments. Qu'est-ce que les crises précédentes peuvent nous enseigner si nous disons que nous sommes vraisemblablement dans une crise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande? On va voir qu'il y a plusieurs types de crises. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire pour ce qui se passe pour nous aujourd'hui dans la période que nous traversons? Ça va pour le plan? C'est bon? Alors la première chose sur laquelle je veux revenir, c'est sur le temps de l'évolution. Le temps de l'évolution, c'est 4,6 milliards d'années. Donc là, si vous voulez, ici, les 4,6, c'est le début de la Terre, c'est la création de la Terre et puis de la Lune assez rapidement. Et donc il faut déjà un certain temps, on va dire, 0,6 milliards d'années, pour arriver à la première protocellule. Donc ça, je l'avais développé, mais on ne va pas revenir dessus. Et que vous voyez qu'il y a toute une longue période avant que la cellule à noyau arrive, la cellule qui constitue notre organisme et qui constitue la plupart des organismes maintenant. Et puis très rapidement, l'arrivée du végétal avec le pluricellulaire, le végétal ici. Donc vous voyez que toute cette période-là, il y a quelque chose qui n'est pas visible, qui ne serait pas visible s'il y avait quelqu'un pour l'observer, puisque la vie se passe dans l'eau et sous forme de la construction de la protocellule et des premières cellules. Ensuite, le végétal va arriver dans l'eau, et vous voyez qu'on est déjà un tout petit peu avant 1 milliard d'années. Ensuite, les animaux vont arriver dans l'eau très peu de temps après. Et puis, à 0,5 millions d'années, il va y avoir la sortie de l'eau du végétal et très rapidement de l'animal. Voilà. Donc, vous voyez qu'il y a une très grande période de l'évolution qui construit les briques de la vie, tout ce qui va permettre ensuite aux organismes dont nous faisons partie d'exister et d'être complexes, parce que toutes ces cellules vont justement être spécifiques et permettre la construction d'organismes complexes. Ensuite, alors l'homme, j'ai fait un trait un peu important, mais en fait, il est très très peu important ce trait. C'est-à-dire que si vous reportiez toute cette période sur 1 an, eh bien, on verrait que l'homme est arrivé en fin de journée, on va dire en fin de journée du 31 décembre. Si vous mettez du 1er janvier, vous dites le 1er janvier est là, le 31 décembre est là, eh bien l'homme est arrivé le 31 décembre, juste avant le 1er janvier, quelques heures avant. Donc vous voyez qu'on est, par rapport aux animaux même et aux végétaux, on est une espèce très récente. Donc là, le trait est beaucoup trop grand par rapport à la réalité. Voilà, donc ce qu'on peut déjà voir, c'est que le temps de l'évolution est un temps très long. On appelle ça le temps long par rapport au temps de l'humanité, le temps de notre vie, qui est un temps beaucoup plus court. Et ça, c'est une première notion à bien comprendre, c'est que le temps n'est pas le même pour l'évolution et pour l'humain. C'est-à-dire que cette durée qui est différente et qui est aussi différente fausse notre vue. Donc ça fausse notre perception de l'évolution, qu'on a toujours tendance à rapporter à la durée de notre vie, et ça fausse aussi la notion des phénomènes propres à la Terre et qui produit les crises biologiques, c'est-à-dire tout ce qui est volcanisme. Eh bien nous on voit ça comme des volcans qui sont un petit peu à droite à gauche, mais quand on étudie la phylogénèse de façon plus précise, on se rend compte qu'en fait il y a eu des volcans qui ont des chaînes de volcans, des supervolcans, qui ont craché leur lave pendant 80 000 ans, donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de court, et qui ont fait ce qu'on appelle des trappes,
c'est-à-dire des strates de lave extrêmement importantes qui ont couvert presque des continents. Donc il y a des phénomènes qui appartiennent à la Terre et qui font partie de l'évolution de la Terre et qui ne nous apparaissent pas à nous pour deux raisons. Donc le temps de notre vie personnelle et le temps de l'évolution des humains qui est au maximum de 6 millions d'années. Quand on remonte au plus haut, l'humain a 6 millions d'années, en gros 6-7 millions d'années. Et ces phénomènes propres à la Terre, qui produisent les crises biologiques, c'est le volcanisme, c'est les météorites, on en reparlera un petit peu, c'est le changement climatique, c'est les phénomènes de ce qu'on appelle de transgression, régression. C'est quoi? Ça, c'est le niveau de la mer qui monte et qui descend. Et en particulier, si vous voulez, en Méditerranée, le niveau est extrêmement monté depuis Néandertal, ce qui fait que quand on cherche les sites où a vécu Néandertal, ils sont actuellement sous l'eau. Et puis la paléogéographie, ça c'est les continents qui bougent. Et par exemple, à un moment, il y a eu un seul continent qui s'appelait la Pangée et qui à un moment s'est disloqué et a construit le Gondwana et la Laurasia. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des grands phénomènes qui appartiennent à la Terre, au rythme de la Terre, et qui échappent à notre perception parce que nous on a une durée de vie beaucoup trop courte. Alors qu'est-ce qu'une crise selon la phylogénèse? Alors les crises, je vous l'ai dit, il y a des petites crises, des moyennes crises et des grandes crises. Elles ont pourtant toute leur importance dans l'évolution, mais on ne va pas toutes les analyser. D'ailleurs, ce serait très compliqué. On va juste regarder un peu les plus importantes, ce qu'elles ont produit. Alors, la crise, elle produit une première chose que tout le monde connaît, c'est l'extinction massive. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'espèces qui disparaissent. Et sur une période, donc il y a 3 critères. C'est une durée relativement brève. Et quand on dit brève, à l'échelle des temps géologiques, c'est quelques millions d'années. Sauf pour la dernière qui a eu lieu, dont on parlera un tout petit peu plus, il y a 65 millions d'années, où pratiquement, maintenant, la plupart des scientifiques pensent qu'elle a eu lieu sur une année. Il y a une répartition géographique mondiale et une importante chute de la biodiversité. Alors, quand on dit important, on peut se demander ce que ça veut dire, hein, mais c'est en dessus de 50%, et quelquefois, pour une des crises la plus violente, ça va jusqu'à 90%. Donc il faut retenir ces 3 caractéristiques qui disent que c'est une crise majeure. C'est durée brève, répartition géographique mondiale et importante chute de la biodiversité. Alors je vous ai juste résumé les causes un peu plus longuement que tout à l'heure, ce que je vous ai présenté sur ce que la Terre produit dans son évolution avec le volcanisme par exemple. Là, j'ai détaillé un peu plus. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure du volcanisme, des météorites, du changement climatique. Il y a aussi la variation de la teneur en oxygène qui compte beaucoup, puisque quand l'oxygène augmente, la taille des animaux peut augmenter, et quand ça diminue, la taille diminue. Transgression, régression, je vous ai expliqué, c'est la montée de l'eau et la descente de l'eau. Paléogéographie, j'en ai parlé. Et il y a aussi une contribution des formes de vie. Ça, c'est ce que je rajoute moi, parce que ça, je ne l'ai pas lu. Mais si vous voulez, quand on dit que la période actuelle, ceux qui pensent que c'est une crise majeure disent oui, mais c'est dû à l'humain, c'est vrai, sûrement, en partie, mais pas totalement, je vous en parlerai. Et puis, on peut dire aussi que les formes de vie précédentes ont quelquefois participé à la crise majeure. Je pense en particulier à la crise du Permien, où il y a eu toute une enquête pour comprendre comment il y avait eu une destruction aussi importante de toutes les formes de vie, et on s'est aperçu qu'en fait, que les végétaux avaient dégazé du méthane, et que ce méthane avait augmenté la température déjà de 5 degrés de plus que ce qu'elle avait déjà augmenté, et que ça avait du coup un petit peu assassiné toutes les formes de vie présentes. Alors je reviens là sur cette photo, sauf que j'ai rajouté cette fois-ci les crises. Donc, si vous voulez, quand on parle des crises de la biodiversité, on parle juste de ça, de 0,5 à maintenant. Pourquoi? Parce que c'est là où on peut observer les organismes, parce qu'avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les organismes, ils sont tellement petits que quand ils disparaissent, il ne reste rien, ou presque rien. Pas tout à fait, mais presque rien. Et donc, en fait, on parle quand on parle des 5 grandes crises, on parle de celles qui sont dans cette période-là. Mais on sait qu'il y a eu une crise ici de l'oxygène. Quand l'oxygène est arrivé sur la Terre, ça a décimé toutes les cellules qui étaient sensibles à l'oxygène, c'est-à-dire les cellules anaérobies qui vivent sans air, et celles qui vivent avec l'air. Et donc là, ça a été une crise énorme.
et qu'on retrouve d'ailleurs dans les strates. Et c'est quand vous trouvez ce qu'on appelle les couches de fer rubané, c'est la couche rouge, c'est la trace de cette crise de l'oxygène. Et puis vous avez eu aussi deux autres périodes, qu'on appelle en anglais la Snowball Earth, où je m'excuse de l'accent, c'est la terre boule de neige, et où il y a eu une glaciation énorme, et où du coup la terre était toute blanche dans ces deux cas. Donc ça veut dire qu'en effet, la période dont on parle, c'est celle-là, mais qu'avant, et moi je ne les ai pas toutes notées, mais il y a eu des crises majeures qui ont altéré beaucoup les formes de vie qui étaient sur Terre, mais qui étaient difficiles à identifier. Juste une question, quand tu dis l'arrivée de l'oxygène sur Terre, oui. La crise de l'O2, l'oxygène est déjà sous forme d'eau, enfin dans l'eau. Elle était dans l'eau, mais elle n'était pas dans l'air. Donc il y a un phénomène qui fait échapper l'oxygène de l'eau. Oui, en fait ce qui s'est passé à cette période-là, c'est que c'est les végétaux qui ont commencé à dégazer, à faire du gaz dans l'eau. Donc l'eau a été saturée, comme une bouteille de Perrier, ça a été saturé en oxygène, et quand ça a saturé, ça a dégazé et ça a fait l'oxygène. Et donc l'oxygène a saturé l'atmosphère, qui n'était pas oxygénée, et ça a donc éliminé tous les organismes qui étaient sensibles à l'oxygène. Alors, donc, une crise, c'est une extinction, on vient de le voir, mais c'est surtout, et ça il ne faut pas l'oublier, une diversification des formes de vie et une expansion. Et ça, on va reparler. Donc, j'ai mis ça sur le schéma, mais ne le lisez pas, c'est pas la peine, c'est pour, si on se sert du diaporama autrement, donc c'est pas la peine de lire ça, je vais vous dire les points principaux. Donc, il y a eu de nombreuses crises, je vous l'ai dit tout à l'heure, une vingtaine, avec des petites, des moyennes et des grandes, hein. Et celles dont on parle, c'est les plus massives, qui ont entraîné la disparition de la majorité des espèces. Et pourtant, chaque fois, il y a l'émergence de nouvelles formes de vie. C'est-à-dire que ces extinctions massives, elles jouent un rôle déterminant dans la diversification des formes de vie. Donc il y a quelque chose qui meurt d'un côté, mais il y a quelque chose qui va énormément progresser de l'autre. Et on va revenir là-dessus. Donc on peut dire que finalement, ces crises sont utiles pour l'évolution globale. Et je vais vous montrer des schémas, parce que c'est important pour moi à comprendre ça. C'est-à-dire que dans la théorie de l'évolution, la disparition d'espèces laisse des espaces, ce qu'on appelle des niches vides, et toutes les formes qui ont traversé la crise vont envahir toutes ces niches. Vous comprenez ça? Et donc il va y avoir non seulement une expansion en nombre, mais une expansion dans tous les milieux. Alors, à l'échelle de l'évolution, ce sont des cycles qui durent plusieurs millions d'années, normalement. Enfin, toujours. Alors voilà, ça c'est important à comprendre. C'est comment se comportent les organismes. Donc je vous montrerai plusieurs schémas parce que c'est vraiment important. Donc la crise, elle est là. Voilà, la crise, elle commence. Le temps est comme ça. Ici, il y a donc le début de la crise. Là, la fin de la crise. Et donc, il y a tout un tas d'organismes qui vont être éliminés. Voilà, ceux-là, ils sont exterminés. Il y a les profiteurs qui vont arriver pendant la crise, grandir pendant la crise et disparaître à la fin de la crise. Et ensuite, il y a dans les survivants, ceux qui vont traverser la crise, il y a ce qu'on appelle les préadaptés, et on va revenir sur cette notion, c'est-à-dire que leur organisme s'est préparé à cette crise pour des raisons qu'on va essayer d'identifier, et vous verrez en particulier sur la dernière, il y a 65 millions d'années, c'est très intéressant à considérer. Et donc ils arrivent, mais la crise ne les prend pas trop à rebrousse-poil, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui est un peu près, et qui fait qu'eux, ils vont traverser. Et c'est surtout eux qui vont ensemencer la suite. Les généralistes écologiques sont des organismes très primaires et qui sont très peu différenciés et qui arrivent à traverser. Et les taxons Lazare, ça c'est juste amusant, c'est en fait c'est des espèces qui semblent disparaître, dans les couches géologiques on ne les retrouve pas, et en fait on les retrouve quand même après, ce qui fait qu'on ne sait pas trop où ils sont allés se cacher, mais ils sont cachés quelque part et ils ont réapparu. Donc je vous en ai mis un autre schéma qui est pratiquement le même, mais cette fois-ci avec le comportement. Donc les exterminés disparaissent, c'est ceux-là. Les profiteurs, c'est ceux-là, eh ben, ils continuent. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais pour que ça soit plus clair. Les organismes généralistes, c'est ceux-là, ils traversent. Et les préadaptés, ils souffrent, mais ils traversent aussi. Et c'est eux qui vont ensemencer la suite. Voilà. Alors, là, il y a juste le schéma à regarder. Donc, si vous voulez, cette fois-ci, c'est un tout petit peu différent. C'est pour vous montrer un autre aspect. C'est que la crise, elle a lieu là. D'accord? Elle est ici, la crise.
Donc là, vous voyez, donc, elle est dans ce sens-là. Ici, il y a ceux qui vont disparaître. Là, il y a les profiteurs. D'accord. Et puis là, il y a les géniteurs, c'est-à-dire que c'est ceux qui étaient... C'est ceux-là. C'est ceux-là. Mais ici, vous allez avoir, ils vont faire un entonnoir. Et ils vont, c'est eux qui vont recoloniser toute la Terre et faire toute la suite de l'évolution. C'est clair comme ça? Le temps, la crise ici, les profiteurs qui vont disparaître quand la crise s'arrête, et les géniteurs, et c'est ce qu'on appelle la radiation évolutive, c'est-à-dire l'explosion radiative, ça s'appelle, c'est-à-dire que le terrain est libre, il y a des formes de vie qui ont traversé, qui sont bien armées, elles vont conquérir tous les espaces. Au niveau de la définition d'une crise, la première, c'est une durée relativement brève. Dans ce qu'on est en train de traverser, ceux qui disent que la crise a commencé il y a 10-12 000 ans, c'est ceux qui remontent le plus haut. Il y en a qui disent que ça a commencé il y a peut-être simplement 200 ans. Donc on va dire 10 000 ans à ce jour. Donc pour la science, c'est vraiment très court. Là même, vous verrez qu'ils disent que c'est trop court. On en parlera tout à l'heure. La répartition géographique mondiale, oui, elle a lieu pour l'instant, mais la chute de la biodiversité, elle n'a pas encore chuté au niveau des grandes crises. Donc elle serait en cours, mais on ne peut pas dire que c'est une preuve que c'est une crise majeure. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu le rapport Meadows du Club de Rome en 1972, qui est un comité scientifique et économiste de l'OCDE. Donc l'OCDE, c'est l'organisme communautaire de développement et de l'environnement, je crois. Je sais pas, peut-être pas environnement, économique. Et puis le MIT, c'est le Massachusetts Institute Technologie. Voilà, donc c'est des gens qui se sont réunis pour essayer de comprendre comment les choses allaient évoluer et puis faire un rapport qui a été extrêmement important. Et ce rapport a nommé les limites de la croissance. C'est-à-dire de dire que la croissance n'est pas infinie. Sur un monde fini, on ne peut pas avoir une croissance infinie. Puis il y avait un danger pour l'environnement et l'humanité de cette croissance et de cette démographie. Et les problèmes qui avaient été soulignés, c'est l'accélération de l'industrialisation, la croissance de la population, on va en reparler, la malnutrition qui continuait dans le monde, et puis l'épuisement des ressources, et surtout la dégradation de l'environnement. Enfin surtout, et aussi la dégradation de l'environnement. Donc voilà un petit peu résumé très très brièvement le rapport Meadows qui a été extrêmement diffusé au moment de sa parution. Ça, c'est inutile de le dire, c'est juste pour vous dire où est-ce qu'on en est un peu de la chute de la biodiversité. 68% des vertébrés est éteinte depuis moins de 50 ans. 75% des milieux terrestres sont altérés de façon significative. 85% des zones humides ont été détruites. Voilà. Je regarde ce qui est vraiment... Et 46% de la couverture forestière a disparu depuis la préhistoire. Presque 50% de la forêt a disparu. Voilà. Le reste, ce sont des chiffres intéressants, mais bon, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Alors, maintenant, si on regarde ce qui se passe actuellement et ce qui est attendu par les scientifiques dans l'évolution de la Terre et des phénomènes sur la Terre, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, et il y avait une revue dont je me suis inspiré, qui est Sciences et Avenir et la Recherche, qui appelle ça les colères de la Terre. Et donc ces colères de la Terre, ils sont dues au changement climatique, ce qu'on a déjà vu tout à l'heure, ce sont les causes qu'on a vues pour les grandes crises, ou même les petites, il y a des changements climatiques, le volcanisme, les séismes, les tsunamis, et ce qu'on appelle les transgressions-régressions, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, ce sont des choses qui sont déjà un peu présentes sur la Terre et attendues dans l'avenir. Je vais en parler un petit peu dans ce que prévoient les scientifiques. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que dans l'échelle du temps, ce sont des phénomènes normaux. Qu'il y ait des séismes, qu'il y ait des volcans, ce sont des phénomènes habituels dans l'histoire de la Terre depuis 4,6 milliards d'années. Même au tout début de la Terre, c'était qu'un volcan pratiquement. La seule chose, c'est que cette fois-ci, pour une part, l'activité humaine est la cause première. Pour une part, pas pour tout.
Mais ce sont des phénomènes, si on s'intéresse pour savoir si ces phénomènes peuvent avoir un impact sur une grande crise, ben on peut en douter, puisque ce sont des phénomènes surtout locaux, régionaux. Ça altère des régions, mais ça n'altère pas toute la Terre. On va quand même regarder un petit peu ce qui va se passer dans l'avenir selon les scientifiques. Et une éruption majeure en Europe, c'est-à-dire que l'Europe aurait une éruption majeure sur un supervolcan à proximité de Naples. Et dans pas très très longtemps, je crois que j'ai noté un peu après. Et puis au niveau de la mer Égée, il y a un volcan sous-marin qui est pas loin de Santorin, qui a pété il y a je ne sais plus combien, il y a peut-être 1500 ans à peu près, et qui a fait une énorme vague. Et en fait, comment est-ce qu'on sait que ces volcans ne sont pas loin d'exploser? C'est qu'on connaît leur périodicité, et en fait, certaines fois, on est capable d'observer ce qu'ils appellent la charge de la chambre magmatique. La chambre magmatique, c'est une chambre, et le magma rentre dedans, et quand il y a trop de magma, eh ben, ça sort, il faut que ça sorte. La pression est trop forte, il faut que ça sorte. Donc, c'est comme ça que les scientifiques ont un peu une idée de quand est-ce qu'un volcan risque de nouveau de se mettre en éruption. Mais il y a aussi, en dehors de l'Europe, le Japon et la Californie, où il y a un calcul qui a été fait de 70% de chances de séisme majeur d'ici 30 ans. Et puis, dans les territoires d'outre-mer, Guadeloupe et Martinique, il y a des volcans qui sont actifs. Alors, séisme et méga-séisme, il y en a qui sont attendus. Au Japon, il y a un risque de 70% d'ici 30 ans. En Californie, 67%, on ne sait pas comment ils calculent, 67 plutôt que 66, dans les 30 ans aussi. Et puis, les scientifiques ont découvert aussi qu'eux, ils s'appuyaient beaucoup sur l'identification des failles entre les plaques tectoniques. Vous savez que la Terre, il y a des plaques qui bougent, et c'est ça qui fait les volcans, les séismes et les tsunamis quelquefois. Et que ces plaques, eh bien, les failles avaient été repérées, donc on sait où les problèmes devaient arriver. Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des failles qui étaient invisibles, et que maintenant, grâce au LIDAR, qui est une espèce de super machine qui permet d'identifier sous l'eau des choses beaucoup plus précises, on a un peu une idée des failles qu'on n'était pas capable d'observer avant. Parce que du coup, il y a eu des volcans qui sont arrivés, des tsunamis qui sont arrivés, qui n'étaient pas prévus, parce qu'on ne pensait pas qu'il y avait des failles à ces endroits-là. Et puis, il y a aussi un autre phénomène qui est difficile à contrôler, c'est le risque de réplique. C'est-à-dire que quand il y a un endroit où ça casse, et que ça fait un volcan, ça fait une onde de choc qui peut déstabiliser d'autres endroits et donc faire des répliques, c'est-à-dire une cascade de volcans ou de tsunamis. Tsunami en France, il y a 100% de chance d'ici 2050, d'après l'UNESCO, parce qu'il y a donc un séisme en Algérie suite à un mouvement de plaques. Il y a eu vous savez qu'en Afrique du Nord, il y a eu des séismes il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Et s'il y a un séisme en Algérie, nous, on a 1h30 pour évacuer. Le temps que la vague arrive, 1h30. Par contre, si c'est au large de Nice, et ce séisme cette plaque a déjà bougé en 1887, il y aura 10 minutes de délai. Donc ça veut dire que là, il va falloir avoir un plan d'urgence, parce qu'en 10 minutes, on n'aura pas le temps d'évacuer grand monde. Hein. L'ère des bombes météo, ça c'est aussi quelque chose d'assez récent. On voit bien qu'il y a des records de pluie et de vent, et en fait, c'est parce qu'il y a des courants en altitude, qu'on appelle là des courants de jet ou des jet stream en anglais, et ce sont des énormes tubes de 100 à 200 km de large sur 2 km d'épaisseur et qui sont à des altitudes de 7 à 16 km, et où il y a des vents qui vont de 200 à 400 km/h. Et que quand il y a des altérations au niveau de la météo de ces courants, eh bien ça peut avoir des effets désastreux sur la Terre, et c'est comme ça qu'en 2023, à Acapulco, il y a eu des vents à 260 km/h. Ça, je ne sais pas si j'ai peut-être sauté ça. J'avais fait quelques diapos sur les changements climatiques avec l'idée que si rien ne changeait et que la température augmentait de 4 degrés en 2100, puisque c'est ce qui est prévu si rien ne se passe, hein, qu'est-ce qui allait se passer? Comment ça allait altérer notre vie? Vous voulez que je fasse rapidement ça? Oui. Voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la vie quotidienne? En 3 diapos, pour la santé, pour l'agriculture. C'est-à-dire, le projet, c'est pas de changement. La température continue à augmenter de la même façon. On est en 2100, la température a augmenté de 4 degrés, qu'est-ce qui se passe? Et pour l'instant, la seule chose qu'on sait, c'est que
cette lutte contre cette augmentation de 4 degrés en 2100, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et ça, tous les scientifiques le disent. Alors, au niveau de la vie quotidienne, les rails sont tellement déformés par la température que les trains s'arrêtent. Il n'y a plus de glaciers en France, donc ça veut dire que l'eau est devenue une ressource rare. Et la vague de chaleur va de mai à octobre, donc avec quelquefois 40 degrés. Donc vous voyez, on est dans un pays extrêmement chaud. Les zones côtières sont inondées avec des habitats côtiers quelquefois endommagés et même déplacés, avec des logements qui, dans l'état actuel, certains logements sont inhabitables. Vous avez sur Internet des cartes où on vous montre, en fonction de la hauteur de l'eau, quelles sont les terres qui vont être immergées. Et c'est vrai qu'il y a en France, c'est pas le pire, hein, mais il y a des terres qui vont être sous l'eau avec 1 mètre. Alors, changement climatique et santé. Alors, la chaleur, elle augmente la surmortalité, ça augmente les pathologies. L'organisme a plus de mal. Il faut qu'il lutte contre la chaleur en plus de lutter contre la maladie. Ça fait beaucoup, donc ça va faire une surmortalité. Une augmentation de la pollution. Et puis, l'augmentation d'espèces invasives, les moustiques. Déjà, on s'aperçoit que c'est déjà un peu en train d'arriver, les moustiques. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous, les moustiques, il y en a de plus en plus et de plus en plus tardivement. Et puis, prévu une épidémie de dengue, donc portée par le moustique, et augmentation des comportements violents. Voilà ce que... Bon, c'est pour 2100, hein, on a le temps. Changement climatique, alors ça, je ne le savais pas, je l'ai appris, mais c'est très à contrôler peut-être, c'est que les bovins ne supportent pas plus de 25 degrés longtemps. C'est-à-dire que s'il fait vraiment très très chaud, ou ils s'adaptent ou ils disparaissent. Il y aurait une chute des rendements et le problème de la gestion de l'eau pour l'agriculture, ce qu'on sait déjà. Alors maintenant, on revient à notre sujet, c'est quels sont les arguments contre le fait de dire nous sommes dans une crise d'extinction massive. Il y en a quand même pas mal. C'est que certains disent, mais ça peut être discuté, c'est ça va trop vite. C'est-à-dire que au temps de l'évolution, alors à part la dernière qui a eu lieu en 1 an, pour certains scientifiques, ça va trop vite. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que la définition, c'était sur plusieurs milliers d'années. Mais que ça aille très très vite, c'était pas gênant dans la définition. Mais certains scientifiques disent que à cette rapidité-là, ça pourrait être un épiphénomène très ponctuel et puis qui s'arrête. Et c'est pas forcément ridicule. On sait qu'il y a une réversibilité possible si l'homme agit, puisque l'homme est en grande partie responsable de ce qui se passe. Donc si l'homme changeait de comportement, eh bien on a vu par exemple avec le Covid que il y a des tas de choses qui se remettaient l'atmosphère était plus pure, on commençait à revoir les montagnes qui étaient très loin, les animaux réapparaissaient. Bon, il y avait des tas de choses qui se passaient en très très peu de temps. Donc on peut se dire que si l'homme réagissait, les choses pourraient changer. Et je vous ai déjà dit aussi que ce qu'on appelle les colères de la Terre, ce sont des phénomènes surtout locaux. Donc se faire peur avec des phénomènes locaux qui sont dans l'histoire de l'évolution de la Terre depuis toujours, c'est à notre échelle, oui, c'est très ennuyeux, mais à l'échelle de l'évolution, c'est pas une catastrophe. Et puis il y a une nouvelle donnée qui arrive, c'est qu'il pourrait y avoir une régulation possible de la population mondiale. Et là, je vais développer un petit peu parce que c'est quelqu'un qui m'a dit ça récemment, et donc je me suis renseigné récemment là-dessus parce que je ne savais pas. Et donc, d'abord, première chose, c'est il faut comprendre une chose, c'est que là, c'est la population en milliards, et là, c'est les années. Donc là, on est à l'année 0, 0 de naissance du Christ, 500 ans, 1000 ans, 1500 ans, on est en 2000. On s'aperçoit que la population mondiale a pratiquement très peu bougé jusque-là, et que, on va dire, quoi ça fait 1800, 1900, on a vu 1800 depuis 1800, on a fait ça. Donc vous voyez que l'augmentation énorme de la population, c'est très récent. C'est un phénomène extrêmement récent. Ça, c'est la courbe de l'UNESCO, de l'ONU, pardon. C'est la courbe de l'ONU. Donc là, vous ne voyez pas le chiffre, là c'est 1950, là c'est 2090. Et donc là, nous on est là. 2010, 2020, 2020, on est par là. Donc là, on est là. D'accord ? Et donc ça, c'était la prévision, les prévisions qu'avait fait l'ONU sur l'évolution de la population, en sachant qu'elle allait stagner, peut-être diminuer un petit peu. Mais depuis, il y a des gens qui ont fait des études plus poussées. Et par exemple, on nous montre que là, vous êtes en 1950, là, vous êtes en 2100. Vous voyez qu'en 2080, le taux de natalité qui baisse régulièrement va être inférieur au taux de mortalité. C'est-à-dire que le taux de mortalité, il y aura plus de morts que de naissances.
donc baisse de la population automatiquement. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible, parce qu'en fait, depuis très longtemps, on sait que la fertilité, il y a plusieurs facteurs qui agissent, hein, mais que la fertilité baisse, que plus on a un niveau de vie élevé, moins on fait d'enfants. Il y a différents facteurs qui font penser que, de toute façon, en effet, le taux de natalité va beaucoup diminuer et le taux de mortalité va augmenter parce que la population est âgée et que donc, plus elle est âgée, plus il y a de la population âgée, plus ils ont des chances de mourir. Donc ça, c'est une donnée assez récente. Alors ce tableau, il est un peu confus, j'en suis désolé, mais c'est un Australien qui a beaucoup travaillé à partir donc, du rapport Meadows, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Rapport Meadows qui a fait une perspective de comment la vie allait évoluer sur Terre en fonction des habitudes humaines, d'industrialisation et de population en particulier. Il a repris ce modèle-là et ils l'ont fait progresser. Parce que le problème, c'est d'arriver à intégrer des facteurs très différents pour faire une prospective qui soit juste. Et déjà, le rapport Meadows avait fait énormément de progrès, mais depuis, je pense, avec les gros calculateurs, ils ont fait encore plus de progrès. Et donc, ils ont essayé d'intégrer de nombreuses données pour arriver à faire cette courbe. Là, c'est les ressources disponibles. Les ressources disponibles, bon, qui chutent. Là, c'est la nourriture, la quantité de nourriture. Donc là, ce rapport, il a été fait en 2010. Hein, donc c'est pour ça que ça s'arrête en 2010. Ça, c'est la nourriture. Ça, c'est la population. Donc en bleu, vous avez la population. Production, pour ça, on s'en fiche. La pollution, ici. Donc la pollution. Voilà. Et on s'aperçoit dans ces courbes, en prenant tous ces facteurs en compte, cet Australien qui est vraiment une sommité dans le monde, dans ce monde-là, eh bien, il s'aperçoit qu'en effet, il y a une chute énorme de la population et un arrêt assez rapide. Vous voyez, en 2030, lui prévoit l'arrêt de la croissance de la population et une diminution qui pourrait être, pour certains, même encore plus importante que ça. Donc l'idée qu'il y aurait une régulation par la baisse de la population est tout à fait envisageable et pourrait réguler en partie ce problème. Alors, je pense bien que ma réponse est oui, mais je ne me suis plus sûr. Ah ouais, c'est ça. Vraisemblablement, oui. Mais en fait, on ne peut juger, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'après coup. Puisque une des définitions, c'est qu'il y a eu une extinction massive et qu'elle n'a pas encore eu lieu complètement, mais qu'elle est en cours. Et d'ailleurs, il y a une journaliste qui est spécialiste de ces problèmes-là, qui s'appelle Elisabeth Kolbert, qui a dit quand nous en aurons la certitude, 75% des espèces auront disparu. Ben oui, parce que donc si on ne fait rien et qu'on se dit non, on peut attendre, voilà, on le saura qu'après coup, mais on ne pourra plus rien faire. Et puis, de toute façon, si ce n'est pas une crise majeure, ça peut quand même être une petite ou une moyenne crise. Et on a vu que, de toute façon, toutes ces crises, elles agissaient. Ce n'est pas juste les grandes crises qui agissent sur la mutation et sur l'évolution, c'est l'ensemble de ces crises. C'est un phénomène très complexe qu'on n'apprécie pas dans sa totalité. Alors, on va partir du principe que quand même, ça nous concerne, cette histoire de crise. Et qu'est-ce que les crises précédentes nous apprennent ? Alors, je vous ai juste marqué ça, mais vous avez besoin de le retenir. Les 5 crises, c'est la crise ordovicien-silurien, dévonien, permien, Trias-Jurassique et Crétacé-Tertiaire. Et en fait, vous n'avez rien à faire parce que vous ne les retiendrez pas, sauf si vous êtes spécialiste. Mais vous voyez par contre qu'elles ont toutes commencé. La première a commencé en 445. Je vous ai dit qu'il y en avait eu avant, mais que comme les formes de vie étaient très rustiques, eh bien, on ne pouvait pas les retrouver ou on ne savait pas ce qui s'était passé, sauf, enfin, pour la glaciation, mais on ne sait pas qu'est-ce qui a disparu comme espèce, puisqu'on ne peut pas les repérer. Et ce qui s'est passé aussi au moment de l'arrivée de l'oxygène, on en a une idée, mais il n'y a pas beaucoup de traces de cette crise. Donc, elle se développe entre 445 et maintenant. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire, c'est toujours la même chose, elle se passe juste là. Alors, en gros, la première, il y a le titre, mon sang. Qu'est-ce qu'elle a fait, la première ? Elle a favorisé la vie hors de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des organismes, la vie est née dans l'eau, et il y a des organismes qui ont commencé à sortir de l'eau, en particulier les scorpions et ce qu'on appelle les mille-pattes, les myriapodes, et quelques autres. Et en fait, la crise va détruire beaucoup d'organismes récifaux, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans l'eau, et privilégier ceux qui sont sortis de l'eau.
Et une autre invention qui va avoir lieu, qui est absolument essentielle pour l'évolution, c'est la reproduction sexuée. C'est-à-dire, très simplement, dans la reproduction par clonage, ce sont des individus qui sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on clone, on fait la moitié et c'est exactement les mêmes. Sauf s'il y a un bug, mais bon, c'est rarissime. Dans la reproduction sexuée, on mélange les chromosomes, donc on augmente la capacité de mutation des formes de vie. Donc ça, c'est un avantage énorme par rapport au clonage. Dans celle d'après, dans le dévonien, ça va favoriser les amphibiens, c'est-à-dire ceux qui sont capables de vivre dans l'eau et hors de l'eau. Ça va, encore une fois, éliminer tous ceux qui sont une bonne partie de ce qui est dans l'eau. Et ça va surtout permettre l'apparition des reptiles avec œufs. C'est-à-dire que l'œuf, c'est quoi? C'est la capacité de protéger l'embryon, alors qu'avant, il est laissé à l'air libre. Là, il va être protégé par une coque. Ce serait extrêmement intéressant d'ailleurs de voir comment a évolué la reproduction, parce que entre l'œuf que vont laisser les reptiles, et ils vont partir en laissant ça se débrouiller tout seul, l'œuf qui va être surveillé par le mâle ou la femelle pour qu'il n'y ait pas de prédateurs qui viennent, et puis l'œuf qui va être gardé dans le corps, il y a une protection qui va grandir et qui est absolument essentielle pour protéger de la fragilité de l'embryon. Le Permien, c'est les reptiles qui vont donner les dinosaures et les reptiles mammaliens. Les reptiles mammaliens, c'est ce qui va donner les mammifères. Donc, apparition du passage des reptiles aux dinosaures et aux reptiles mammaliens. Le Trias, donc la crise d'après, les dinosaures s'imposent et les mammifères, et là je vais en parler un petit peu plus, les mammifères vont vivre dans l'ombre des dinosaures. C'est-à-dire qu'ils ne font pas le poids et il va falloir qu'ils inventent quelque chose pour se protéger, c'est ce qu'on va voir. Et dans la dernière crise, donc celle qui il y a 65 millions d'années, celle dont on va parler, c'est l'explosion des mammifères, c'est-à-dire que les dinosaures qui étaient maîtres du monde vont disparaître et les mammifères vont permettre de reprendre toutes les niches et nous sommes présents grâce à eux. Nous sommes des mammifères présents grâce à ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc on va revenir un tout petit peu là-dessus. Donc c'est la crise Crétacé-Tertiaire. Donc 65 millions d'années. Donc sinon, ça c'est la cinquième. Donc sinon on est dans la sixième, la précédente c'est il y a 65 millions d'années. Donc vous voyez qu'à l'échelle des humains, 65 millions d'années, ça fait loin quand même. Bon, comme vous voyez, il y a une météorite qui s'est approchée de la Terre. C'est la plus proche de nous, cette crise, et nous lui devons notre existence, comme je viens de vous le dire. Donc, les dinosaures, ils règnent en maître dans ce monde-là. Et les petits mammifères, et c'est là que je voudrais insister un petit peu, c'est que eux, ils vivent, quand on dit ils vivent dans l'ombre des dinosaures, c'est qu'ils ne font pas le poids, ils sont en danger, ils sont chassés, et donc il faut qu'ils développent quelque chose qui leur permet de survivre. Et donc ils vont développer l'intelligence, c'est-à-dire qu'on sait maintenant par l'analyse de ce petit animal, parce qu'on n'en a pas trouvé beaucoup, qu'on a découvert en Chine, qui était extrêmement bien conservé, que c'était une petite musaraigne, l'ancêtre des mammifères, et qui vivait en groupe, ils avaient un instinct grégaire, ils sortaient la nuit, et ils avaient une poche placentaire avec des poches pour allaiter le bébé. C'est-à-dire qu'ils avaient une protection déjà de l'embryon extrêmement évoluée. Ils avaient développé une intelligence, ils avaient développé la vision nocturne, parce qu'ils vivaient surtout la nuit pour ne pas être chassés par les dinosaures la journée. Ils avaient une capacité à se repérer, modification des yeux, vision binoculaire, ce qui n'était pas avant, vision nocturne, je l'ai dit, un odorat et une ouïe particulièrement développée. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une capacité à percevoir qui est beaucoup plus développée que les dinosaures, beaucoup plus fine. Ça va ? Alors la météorite, elle arrive, 65 millions d'années, elle fait 10 km de diamètre et elle arrive dans le golfe du Mexique. Donc c'est extrêmement documenté relativement récemment. Il y a eu un carottage qui a été fait très profondément dans le golfe du Mexique pour essayer de voir qu'est-ce qui s'était passé et analyser les roches et voir la force de l'impact. Et donc, comme je vous le disais, les dinosaures vont disparaître et les mammifères vont faire, comme on l'a vu dans le principe général, prendre toute la place. Vous vous rappelez cet entonnoir et les mammifères vont envahir tout l'espace laissé libre et développer 1000 formes, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'explosion des mammifères. C'est que vous avez tout ce qui est à sang chaud et tout ce qui est dans toutes les formes de ce qui vole à ce qui va sous la terre, à ce qui va sur la terre, à ce qui va dans l'eau. Les mammifères
qui sont dans l'eau sont des mammifères qui vraisemblablement ont vécu sur Terre et sont retournés dans l'eau, comme les baleines, les cachalots, les dauphins. C'est des mammifères terrestres qui sont retournés dans l'eau. Donc, c'est l'explosion des mammifères. Donc, si on essaie de résumer de façon plus brève, première crise, sortie des eaux. Deuxième, aussi sortie des eaux avec les amphibiens. C'est vraiment, il faut que ça avance, il faut que ça sorte de l'eau. L'eau était la matrice de départ, mais maintenant, il faut que ça vive à l'air libre. Alors, ensuite, apparition des reptiles mammaliens. Donc, mammaliens, ça veut dire pré-mammifères. Hein. Ensuite, dinosaures et mammifères. Et ensuite, mammifères et jusqu'à nous. Alors, ça fait beaucoup de morts chaque fois, c'est sûr. La Terre s'en remet en millions d'années, mais l'évolution fait un bond en avant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? C'est que les crises servent l'évolution, finalement. Et les conditions extérieures poussent les organismes à s'adapter. Et puis, dans la dernière, c'est non seulement la pression des phénomènes géologiques, etc., mais c'est aussi la pression des dinosaures qui ont obligé, comme je viens de vous le montrer, les petites musaraignes à évoluer. Et ces petites musaraignes, qui étaient les faibles de l'époque, ce sont eux qui sont les préadaptés et qui vont donc traverser la crise et ensuite être capables de renouveler toute la vie. Pour vous dire, ce qui a fait qu'ils s'en sont sortis, c'est qu'ils étaient capables de vivre sous terre et de manger des racines. Au moment de l'impact, tout a disparu à l'endroit de l'impact. Dans les 100 km, ça a été très très vite, mais pour faire tout le tour de la Terre, ça a mis un peu plus longtemps, 1 an. Et pendant ce temps-là, donc, ces petits mammifères, ils étaient capables, parce qu'ils avaient le sang chaud, de résister un peu plus au froid, parce qu'ils avaient un instinct d'entraide, s'entraider entre eux et puis arriver à survivre, et puis être capables de vivre sous terre, donc protégés, donc un peu de la température aussi, et manger les racines, ce qui n'était peut-être pas la meilleure nourriture possible, mais qui les a permis de survivre. Non, merci à vous, merci à vous.